Combien? 5 chaînes censurées. On peut accueillir notre invité Xavier Azalbert qui est là, mon ancien patron, pour tous ceux qui ne savent pas. C'est énorme. Collègue, parce que patron... C'est vrai que tu as toujours eu du détachement assez horizontal, c'est assez intéressant. Il y avait une grande liberté, on va dire, d'action. Ah oui, il faut le dire. Il faut que tu rapproches... Il y avait une grande liberté d'action, j'espère en tout cas. Ah oui, tout à fait. Alors ça, je peux attester. Parce que, des fois, les gens aiment bien critiquer tous les journalistes indépendants. Ce qu'on ne peut pas reprocher à Xavier Azalbert, c'est... Moi, je peux l'attester. Je pense qu'on l'a pas assez dit en off, dans les coulisses. On n'avait pas à se targuer de ça, mais c'est que tu nous as jamais... J'ai jamais vu un sujet qui a été refusé. À moi ou un collègue. Et pourtant, on poussait, on essayait de voir est-ce qu'on peut faire un sujet sur les SDF, sur les Gilets jaunes, sur tout ça, etc. Et il n'y avait jamais de sujet qui était refusé. Notamment, on n'en parle même pas de tout ce qui a été fait pendant la crise sanitaire. Et moi, je suis très content d'être là. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité au dernier moment. Au dernier moment, oui. Une petite heure était venue directement. On est dans la même ville. C'est un sujet important, je pense. Tout à fait. Alors, rappelons... Ça vaut le détour. Rappelons ce qui s'est passé cette semaine. Donc, c'était mercredi, je crois, le 23 septembre, où Google a avoué cette fois-ci que avoir fait de la censure, avoir cédé aux pressions de censure du gouvernement Biden, ça nous ramène directement à pile l'année dernière. C'est assez intéressant le timing, puisqu'il y avait tout début septembre 2024, Mark Zuckerberg qui avait dit avoir cédé au même type de censure. Voilà. Alors toi, on rappelle que tu étais en... On peut se tutoyer, parce qu'on a travaillé ensemble dans le passé. Toi, tu étais directement en procès avec Google. Tout à fait, on l'est toujours d'ailleurs. Vous l'êtes toujours. Où est-ce que ça en est, cette procédure aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est le 26 septembre et on devait avoir le délibéré de l'appel. Parce qu'on a fait appel, on a perdu en première instance. Donc un procès, on rappelle juste un petit peu 2-3 éléments. Le 21... 21 mars 2021, YouTube nous a fermé notre chaîne parce qu'on n'était pas respectueux des règles de la communauté. Alors, ça nous est arrivé comme ça. Romain, tu étais là, on a ouvert d'autres, on a une autre chaîne qui ont été fermées, on a essayé de faire appel, bien sûr. 5, je crois. Voilà, 5. Et il y avait 277 000 abonnés. Aujourd'hui, je pense qu'avec la croissance qu'on avait, si on fait un calcul, 5 ans plus tard, il y en a peut-être 1 million, je ne sais pas. Enfin, il y aurait un nombre incroyable d'abonnés. Toujours est-il que ce que ça a fait, ça a eu un impact direct sur une activité, puisque on a perdu 60% de notre audience. Donc ça, c'est un deuxième chiffre, c'est important, c'est que la censure, ce n'est pas que des mots. En fait, ça a des impacts. Ça a eu des impacts puisque j'ai même dû licencier des journalistes au travers de François. Et c'est ça, on va dire, l'histoire d'un média. L'histoire d'un média, c'est avec des hauts et des bas. Et cette censure, on l'a vécue en interne, en étant cohésif, mais aussi en externe, en allant attaquer Google. Donc en 2021, avec notre avocat à l'époque, Arnaud Di Meglio, on a attaqué Google, on a perdu en première instance. On a été condamné de manière extraordinaire à payer 70 000 € d'article 700 au tribunal de commerce. C'est sûrement une des plus grosses amendes. Il faut quand même mettre les choses en perspective. 70 000 €, ça représente à peu près 7% du budget de François. Donc une pénalité incroyable que l'on a payée. On a fait appel et on devait avoir aujourd'hui le délibéré de l'appel. Et à 14 h aujourd'hui, j'ai appris que le délibéré a été prorogé jusqu'au 12. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Je n'irai pas jusque-là parce que le tribunal nous a dit que les raisons pour lesquelles ce délibéré était prorogé, c'est parce qu'ils étaient très encombrés avec des affaires complexes. Mais ceci dit, c'est très opportun, en fait. Parce que cette affaire, elle a des répercussions pour Nexus, elle a des répercussions pour François, mais elle a des répercussions pour tous les journalistes, pour Raphaël qui a fait un film qui a été censuré, pour toutes les personnes qui ont vécu de près ou de loin ce qu'on peut appeler une censure où on ne pouvait plus dire ce que l'on pensait, même avec des faits avérés. On ne pouvait plus poser des questions. En fait, il fallait se conformer à une norme. Et c'est quand même incroyable pour n'importe quel journaliste, y compris pour Nexus. Ça veut dire tout ce que vous faites, c'est poser des questions dans le journal et avoir des réponses. Le travail du journaliste, c'est avoir réponse à tout. Pardon, avoir question à tout, pas réponse à tout. Et c'était important, on va dire, d'attaquer. Donc, devant ce fait accompli, on a attaqué. On était un des rares médias, on va dire, alternatifs, comme Nexus, avec un agrément. Parce que c'est important de le rappeler, on n'est pas lanceur d'alerte en tant que tel, on n'est pas youtubeur, on est un média réglementé. Donc,
Google a en plus censuré un média. Donc c'est d'autant plus grave que nous n'avons pas eu le soutien, on va dire, des autorités. On n'a pas eu le soutien... Alors, on a le soutien de la communauté, mais pas des autorités. Normalement, en France, avec liberté, égalité, fraternité, on aurait pu s'attendre à ce qu'on ait le soutien des autorités, mais là, on ne les a pas eus, et en plus, on a été pénalisé. Ou même peut-être de la part de syndicats, le SNJ, le syndicat des journalismes, j'imagine qu'ils ne vous ont pas spécialement soutenu. Mais non, même c'est l'inverse. Ah bon. On a été attaqués. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de regarder les motifs de cette censure. Donc, on a parlé des règles de la communauté, et quand Google fait cet aveu, il faut savoir que cette enquête qui a été lancée par la Chambre des représentants et par le comité judiciaire, dont le président est un républicain qui s'appelle Jim Jordan, cette enquête, ça fait plusieurs années qu'elle dure sur Google. Hein, c'est pas nouveau. Donc on commence déjà en 2020 à voir cette censure émerger. Donc ça fait 5 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on a un aveu. Alors pourquoi on a un aveu ? Là, le 23 septembre, pourquoi on ne l'a pas eu comme Mark Zuckerberg un peu plus tôt ? Eh bien, probablement parce que Google a essayé de passer en force avec sa puissance de feu. Et ils se sont aperçus qu'ils n'allaient peut-être pas gagner la partie avec tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et on peut rappeler 2 ou 3 autres faits. La semaine dernière, il y a eu le comité... sur les vaccins, sur les produits immunisants, qui a, on va dire, annulé la recommandation universelle pour les vaccins Covid. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a restauré la relation entre un médecin et son patient. C'est ce qui aurait dû y avoir en 2020. En fait, c'est ce qu'il y avait avant, ça c'est revenu. Voilà, donc aujourd'hui, vous n'avez plus à être forcé, vous avez juste à converser avec votre médecin dans... on va dire, le secret médical, et il n'y a plus de recommandations. Ça, c'est un point important. Le deuxième point qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu cette semaine une conférence de presse où Robert Kennedy, le ministre de la Santé américain, et Donald Trump avaient promis de parler des causes de l'autisme, et ils ont remis le paracétamol et les vaccins comme étant des causes potentielles. Alors, c'est présumé, ce n'est pas avéré, et dans la foulée, il y a le directeur de l'Institut de la recherche, Jay Bhattacharya, du NIH, qui a alloué un budget de 50 millions de dollars pour faire une recherche sur la causalité. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement pour la transparence, il y a un mouvement pour l'intégrité scientifique, il y a un mouvement pour une base factuelle. Et donc, la censure, qui n'est rien d'autre qu'un État arbitraire qui est contre la base factuelle, eh bien, Google s'est probablement senti poussé. Et pour éviter de se retrouver dans une loi antitrust comme il y a eu pour Microsoft en 1994 à 97, où Microsoft a été cassé en deux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, il y avait Internet Explorer qui était embarqué d'office dans la suite Office, et le gouvernement, la loi antitrust a décidé de scinder et d'empêcher. Et ça a donné naissance à Google, puisque quelques années plus tard, Google est arrivé. Donc, on voit bien que c'est loi antitrust. Et aujourd'hui, donc, les aveux ne sont pas que de Google, sont de Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui est aussi la maison mère de YouTube. Et ils ont écrit au nom de Alphabet et de YouTube. Alors pourquoi ? Parce que c'est des plateformes très importantes qui se fait attaquer. Et il y a de plus en plus de mouvances qui disent que vos règles de la communauté n'étaient pas correctes. Et donc, avec un procès comme celui qu'on a fait chez François, puisqu'ils ont essayé de quasiment tuer un média, eh bien aujourd'hui, c'est quelque chose, on va dire, d'historique. Cette semaine, il y a eu, je dirais, un moment de bascule entre le 22 et le 23 septembre 2025. C'est un véritable moment de bascule. Il y a d'autres points. On pourrait parler à l'ONU. Alors, attends. Bouge pas. Raphaël avait une question, mais juste, est-ce que Marc est toujours avec nous ? Parce que j'aimerais bien qu'il ait une petite question pour Xavier. Ah oui, t'es en audio ? Ah non, il est toujours là. C'est vrai que quand je parle pas, ça sert à rien de m'afficher à l'écran. De tout ce que Xavier a dit, je partage tout ce que dit Xavier. Je voulais pas trop l'interrompre, mais j'avais une petite question. J'avais 2 petites questions à lui poser et je lui laisserai répondre. Toi, t'avais été striké. D'ailleurs, juste avant de lui poser une question, t'avais aussi été striké, Marc. Alors nous, on a été. Oui, alors nous, YouTube nous avait striké à plusieurs reprises, beaucoup pendant la période sanitaire. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé. On a eu quelques soucis, mais ça s'est un petit peu tassé, on va dire. Donc à ce niveau-là, maintenant, on sent qu'il y a entre guillemets, une liberté qui est revenue dans la diffusion des contenus.
on n'est pas à l'abri que ça revienne. Là, pour l'instant, on semble rentrer dans une phase où les plateformes veulent éviter d'être en confrontation directe avec l'administration Trump. On va dire, tant mieux, c'est à l'avantage de la liberté de diffusion, d'expression et d'information pour les médias comme les nôtres. Maintenant, ce que je voulais demander à Xavier, c'est est-ce qu'il, pour lui, c'est c'est rassurant pour l'avenir et est-ce qu'il pense que c'est quelque chose qui peut être pérenne? Et la deuxième chose, une question un peu plus personnelle sur la gestion du média de François, c'est comment est-ce qu'il envisage l'avenir maintenant pour François avec ces contraintes, bon, en espérant qu'il puisse y avoir des retombées positives dans son opposition à Google et à YouTube. Mais est-ce qu'il pense pouvoir redresser François? Parce que je le rappelle vraiment, c'est très important qu'il y ait une multitude et une pluralité de médias indépendants et alternatifs. Hein. Bon, on a compris ce qu'on met derrière le mot alternatif, parce que plus on sera nombreux, plus on sera tous protégés par ce nombre, et on pourra se protéger entre nous, parce que le but étant d'avoir cette pluralité, et plus ils attaqueront certains d'entre nous, que ce soit François ou d'autres, et en se retrouvant isolés, on risque tous d'être les prochains. Donc voilà. Comment est-ce qu'il envisage l'avenir? Comment est-ce qu'il perçoit l'avenir par rapport à ces plateformes et à la liberté d'information? Et comment est-ce qu'il envisage l'avenir pour François? Alors Marc, merci de ces deux questions. Tu viens de mentionner la liberté d'information. Et en fait, il y a, dans le mot information, on s'est parfois trompé entre la liberté d'information et la liberté d'opinion. Parce que l'information, quelque part, c'est une base factuelle. Et on doit, en tant que journaliste, je le rappelle, c'est un véritable devoir de respecter la charte Dominique, de respecter les faits, de respecter le contradictoire. Après, l'opinion, on n'est pas capable, enfin, c'est impossible de respecter le contradictoire. On peut ne pas être d'accord avec une opinion. Mais il faut savoir que Google et la censure qui a été faite, on a censuré des opinions. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que quand on commence à censurer des faits, c'est un élément, on va dire, qui est préjudiciable, parce que ça peut entraîner des pertes de chance pour des patients. Quand on censure les effets secondaires de la vaccination, c'est quelque chose de factuel. Quand on censure l'efficacité d'un traitement, c'est quelque chose de factuel. Mais quand on commence à censurer une opinion, c'est-à-dire « je ne pense pas comme vous », eh bien là, on n'est plus dans le monde de l'information, on est dans le monde de l'arbitraire. Et ces règles de la communauté, pour moi, elles ont été... elles ont censuré aussi ces opinions. Et pourquoi je dis que c'est un moment de bascule? Parce qu'on voit bien que avec les décrets qui sont passés aux États-Unis, avec le décret MAHA, donc Make America Healthy Again, c'est-à-dire ce décret où on essaye de restaurer la science de référence, qui s'appelle la science d'or, Gold Standard Science, ces éléments-là sont fondamentaux parce qu'on veut restaurer l'information et on veut empêcher une forme de censure d'information. Et ce que je pense que ce qui est en train de se passer dans cette première version de la décision, c'est que la censure qui a été reconnue, c'était sur l'information. Et donc, là où il faut être vigilant, c'est qu'on n'ait plus jamais de censure sur l'information, sur les éléments factuels, qu'on puisse avoir ce débat. Jay Bhattacharya, je rajoute juste un élément parce que je pense que c'est important. Jay Bhattacharya, quand il a pris en charge les NIH, il a dit la chose suivante: je veux restaurer le débat. Je veux restaurer l'obligation de débattre et de ne pas être d'accord. Parce qu'en science, les faits ne sont pas toujours avérés et justement, il faut avoir ce débat. Et avoir le débat, ce n'est pas le consensus. C'est pour ça que je voulais mentionner aussi ce consensus. Parce que ces opinions, elles ont été forgées sur un consensus. Et il faut savoir qu'il y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Hurtel qui dit qu'en science, même pour quelque chose qui peut être infinitésimal, eh bien, on ne peut pas l'exclure. Et ce qui s'est passé, c'est que même pour des effets secondaires qui pourraient être infinitésimaux, eh bien, on a exclu du débat, on a exclu de la base d'information, on a fait perdre de la chance à des patients. Et les conséquences de ces décisions-là, elles vont être multiples, tant pour nous les journalistes que pour les patients. Alors, plusieurs choses. Déjà, par rapport aux règles de la communauté de ces différentes plateformes, il y a le patron de YouTube France qui, déjà avant ce qui a été dit en septembre, avait été auditionné, je ne sais plus par quelle commission du Sénat ou de l'Assemblée nationale, et il révélait qu'au-delà des règles de la communauté, de la plateforme, au-delà de la loi du pays,
il y avait une troisième forme de censure qui émanait en fait des gouvernements, en l'occurrence du gouvernement français. Ça passait essentiellement par le ministère de l'Intérieur, mais ça pouvait provenir de la culture aussi, d'autres sources. Oui. Et donc ça c'est très très grave, parce que c'est des propos qui sont tenus ou des publications qui respectent à la fois la loi et à la fois les règles de la plateforme, mais qui sont quand même censurés. Ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors, autre chose sur... donc ça, c'était le témoignage. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi toutes les publicités que Google mettait. Par exemple, sur un site internet comme celui de François, on avait de la publicité dessus qui venait de Google. Et le jour où Google dit « les annonceurs ne veulent pas se mêler à des acteurs de désinformation » ou n'importe quel bullshit qui disparaît 4 ans après, entre-temps, ils ont enlevé les pubs. Et comme dit Marc, ça a un coût, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un coût économique gravissime dessus. Oui, oui, oui. Tu avais une autre question ? Oui, pour les médias, c'est vrai que je voulais souligner, Xavier, quelque chose que tu as dit, mais tu es peut-être passé un peu vite. C'est extrêmement important pour un média de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence, à une certaine époque, Facebook et YouTube qui trustaient l'essentiel, en fait, de la viralité sur les réseaux, ce qu'on appelait à l'époque les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, ça s'est un petit peu diversifié avec TikTok, avec X, etc., que je ne maîtrise absolument pas, d'ailleurs, j'ai l'impression d'être tout à fait has-been. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais en tout cas, YouTube, effectivement, être censuré par YouTube, pour un média, ça a des impacts concrets énorme, et ça il faut le souligner. Donc le fait qu'ils soient en position dominante leur donne une certaine responsabilité par rapport aux professionnels du secteur. Ce que Xavier ne disait pas, il faut remarquer, à l'époque il y avait plusieurs vidéos, 4 ou 5 qui avaient dépassé les 2 millions de vues. Oui, on a même une vidéo qui avait fait plus de 7 millions de vues. 7 millions, c'était une vidéo avec Montagnier. En fait, parce que comme nos vidéos, on les laissait se disséminer, il y a une vidéo qui avait été traduite aux États-Unis, et je crois que c'est la première ou la deuxième, elle a été traduite, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais cette vidéo, elle a fait des millions de vues », et puis tout d'un coup, elle est disparue. Voilà. Alors, ça, c'est vrai que c'est juste, pardon, faire une petite parenthèse, désolé, c'est vrai que moi, ce que tu m'avais appris, Romain, ce que je ne savais pas, c'est qu'à François, Xavier, YouTube, t'avais fermé les chaînes sans que tu aies les 3 strikes. C'est-à-dire qu'ils vous fermaient les chaînes immédiatement, alors que normalement, la règle de la communauté, ce qu'ils aiment bien mettre en avant, c'est qu'il faut 3 strikes pour être... oui, on a eu une règle, on a eu une fermeture arbitraire. C'est pour ça que ce qu'on est en train de mentionner, c'est qu'il y avait des interventions externes. Donc, on ne sait pas qui a intervenu. C'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture. En tout cas, quand ils admettent que le gouvernement Biden a eu une interférence, une ingérence, toute forme, on va dire, d'impact là-dedans, eh bien, on voit bien que aux États-Unis, au moins, c'est un aveu. Maintenant, c'est à une commission d'enquête. C'est là où il faut demander une commission d'enquête sénatoriale ou à l'Assemblée nationale qui devrait aller chercher les responsabilités. Le directeur de Google, il doit être réauditionné en lui demandant des comptes et en lui demandant non plus le narratif qu'il donnait à l'époque, mais en lui demandant la réalité. Parce qu'en fin de compte, son narratif était probablement insincère. Et je ne veux pas dire mensonger, mais je dis insincère parce qu'en fin de compte, il répondait en tant qu'employé d'une société et on lui donnait la ligne directrice à donner. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les narratifs qui ont été donnés dans les commissions d'enquête soient restaurés de manière à ce qu'on puisse avoir une totale transparence. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait une totale opacité dans cette censure. On imagine au niveau de la télévision, c'est comme si l'Arcom censurait des chaînes de télé sans leur expliquer pourquoi, en fait. C'est-à-dire que les créateurs de contenu, on ne leur explique pas quel contenu précisément est censuré, pourquoi la chaîne est fermée, quel contenu a posé problème, donc c'est un sentiment d'injustice qui prévaut. Oui, il y a une injustice, mais en fait, c'est une expérience assez unique, on va dire, dans notre vie. Nous, on n'a pas vécu la guerre. Mais en fait, on a vécu la guerre de l'information. Et cette guerre de l'information, elle est insidieuse parce qu'en fait, elle touche le système nerveux, elle touche tous nos systèmes cognitifs, elle touche l'impact de toutes nos vies. Et ça a probablement un impact sur le bien-être et la santé, en fait, de nos sociétés. Et donc, cette censure, parce que quand on est de bonne foi, comme en fin de compte, vous l'avez été, vous avez essayé de faire votre travail au meilleur de vos capacités. Et je pense que tout le monde autour de cette table pourrait dire ce genre de choses. Et quand on vous dit non, mais la censure n'existe pas, quand on vous dit tout ça n'existe pas, en fait, on est dans le nihilisme. C'est qu'en Corée du Nord.
Voilà. On est et donc, on est en train de se dire, mais en fin de compte, on ne voit pas la même réalité. Et du coup, on n'est plus du tout sur l'information. On est sur les conséquences sociologiques et l'impact que ça a. Donc, je pense que c'est un véritable tournant. C'est très important. C'est important pour la communauté des médias. C'est important surtout pour les citoyens qui nous écoutent et pour tous les citoyens. Parce que ça veut dire que ça va aussi libérer la parole dans certains médias. Il suffit de regarder Le Monde aujourd'hui qui parle de l'augmentation massive des cancers. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, eh bien, on a une forme de vague qui va se déferler. Alors, ça va peut-être prendre du temps, etc. Mais je rappelle, qu'on ne soit pas d'accord sur les opinions, c'est une chose. Mais que l'information soit censurée, c'est très, très grave. Et on mélange. Il y avait Dany qui avait une question juste avant Miloud, mais on rappelle souvent que les gens ne parlaient même plus la même langue. Parce qu'on nous reprochait à François de remettre en cause la sécurité sanitaire, alors qu'on faisait juste de l'information. C'était pas juste de l'information, c'est qu'on donnait la parole à des scientifiques. Je peux rappeler une expérience que j'ai vécue au tribunal avec l'avocat de Google qui nous dit vous êtes dangereux pour la santé, en fin de compte. Vous, monsieur Azalbert, en me pointant du doigt et en lui disant mais vous êtes avocat et en fait, la seule chose que vous savez faire, c'est peut-être mentir à la cour. C'est parce qu'il n'est pas en train de raconter la vérité sur des bases factuelles, il est en train de faire une pièce de théâtre. Eh bien, l'information, ce n'est pas du théâtre. Traiter des individus, ce n'est pas du théâtre. C'est une véritable responsabilité. Et je pense que le travail qui a été fait par les médias alternatifs, ça a été fait en responsabilité, en conscience. Exactement comme les scientifiques qui ont soigné, ils l'ont fait au mieux de leur capacité. Il y a eu aucune malintention au travers de tout ça. Et ceux qui nous accusaient justement, injustement, d'avoir de mauvaises intentions, eh bien, ce sont eux, en fin de compte, qui ont pratiqué l'inversion accusatoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller très loin, il faut aller la chercher. Quand Google nous attaquait à ce sujet-là, en nous traitant de désinformateurs, voire criminels, en fermant toutes les chaînes YouTube, aujourd'hui, notre travail, c'est d'aller leur demander des comptes. C'est pour ça qu'on a fait cette procédure. Miloud, de chat. Exactement. Question de Dalila, qui est toujours présente dans les émissions. Oui, tu peux avoir des questions à toi aussi. Oui, mais il y en aura après. T'inquiète, ça va arriver. Dalila qui vous demande, Xavier, je vous la mets à l'écran, vous la voyez juste en face de vous. Que pensez-vous de l'infiltration discrète des médias mainstream envers les médias indépendants ? Certains milliardaires rachètent certains médias indépendants. Bon, vous savez, dans les forces en présence d'un point de vue économique, ça a toujours existé. Donc, pour moi, les médias alternatifs, c'est le laboratoire de R&D, exactement comme les biotech sont les laboratoires de R&D qui sont outsourcés pour les sociétés de Big Pharma. Donc, on teste quoi ? Des lignes éditoriales, on teste des modèles. Et donc, c'est normal que les entreprises soient rachetées. Maintenant, un média, le plus gros problème des médias, c'est de trouver un modèle économique qui permette d'équilibrer ses recettes et ses coûts, sans subvention. Parce que je précise, le mot sans subvention est vraiment important. Parce qu'à partir du moment où, comme François, on l'avait fait en 2021, on avait équilibré, on avait des recettes qui étaient supérieures à nos coûts, puisqu'on a même payé des impôts. Ce qui veut dire que si on paye des impôts, on gagne de l'argent. Donc, pour un entrepreneur tel que je suis ou tel que Marc l'est, qu'est-ce qu'il y a de plus encourageant que justement de payer des impôts? C'est justement, ça veut dire qu'on a atteint un objectif. Et je pense que c'est normal qu'il y ait cette phase de concentration. Il y en aura d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des médias qui vont se retrouver acculés. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas des médias comme Nexus ou comme François, mais c'est peut-être des médias comme Brut, parce qu'ils ne vont plus avoir les mêmes subventions. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ne veulent plus qu'on finance ou qu'on subventionne au même taux, au même niveau. Il suffit de regarder le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions. Donc, Brut, ils ont été rachetés la semaine dernière. Oui, ils ont été rachetés la semaine dernière par le groupe de Raphaël Sadé, bien sûr. Donc, mais on ne connaît pas les éléments économiques de ce rachat, on ne connaît pas les chiffres économiques. Donc, il n'y a pas de transparence sur tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, et je pense que Marc ne pourrait que être d'accord, je ne sais pas s'il est toujours là, s'il nous entend, mais c'est vraiment important. C'est quand on doit, à la fin du mois, payer les salariés, qu'on doit équilibrer les recettes, eh bien, ce véritable travail, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que France Télévisions ait la même prérogative et les mêmes problèmes. Delphine Ernotte, elle va téléphoner pour avoir un peu plus de subventions. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Eh bien, c'est un salarié ou deux salariés de moins ou un salarié ou deux salariés de plus. Et il faut des lecteurs en plus. Dany ?
Ouais, moi, ma question, qui me Justement, frappe, en fait, c'est vraiment cette relation qu'a François avec ses comparses. C'est vrai que on se dit qu'il y a eu cette entre guillemets chasse, mais moi, la question que je me pose, et ça donne un petit peu un état des lieux, en fait, justement du journalisme en France, des médias en France, c'est que qu'est-ce qui justifie que d'autres médias ont pu justement retourner leur veste et pas se reposer peut-être sur, je sais pas, un code de déontologie, le code du journaliste qui fait que, bon ben voilà, François délivre des informations qui sont peut-être contradictoires avec, entre guillemets, la pensance actuelle, mais que ces médias ne se permettent pas justement d'avoir un retrait et de se dire, ben, on a un code, ces informations sont sourcées, on doit attendre de les vérifier, etc. etc. Enfin, comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment est-ce que vous vivez comment est-ce que vous... Ouais. Voilà, c'est-à-dire que voilà, la charte de Munich, par exemple, c'est... Enfin, ils l'interprètent comme ils veulent, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu avoir justement des médias en dehors de François qui ont permis cela, qui ont... Voilà, c'était. Tout à l'heure, j'ai parlé de faire son travail au meilleur de ses capacités, que ce soit un médecin, que ce soit un journaliste, que ce soit un garagiste. Quand on a, je vais prendre l'exemple du garagiste. Si jamais il vous dit, il faut changer la batterie alors que la batterie va très bien, en fait, au bout d'un certain temps, ce que vous faites, c'est que vous perdez confiance et vous payez très cher pour quelque chose qui n'est pas de qualité. Donc, on est toujours dans le rapport qualité-prix et dans la relation de confiance qu'on peut avoir avec un tiers à qui il va nous donner une information. Donc, la charte de déontologie, ce dont vous parlez, c'est la charte de Munich. Le premier devoir de cette charte de Munich, c'est de dire la vérité, quoi qu'il nous en coûte. Quoi qu'il nous en coûte, c'est-à-dire au risque de perdre mon travail. Si on était militaire, ça serait au risque de perdre notre vie. Parce qu'en fait, il y a des militaires qui, si ils agissent sur une mauvaise information, ils risquent de perdre leur vie. Et donc, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais en fin de compte, dire la vérité, quoi qu'il nous en coûte, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce que je pense que tout le monde autour de cette table, en tout cas tous les journalistes que j'ai rencontrés dans les médias alternatifs, s'ils partent des médias alternatifs, c'est pour pouvoir, justement, dire cela. Et quand tu disais en introduction, Romain, que nous n'avons jamais censuré, moi je vous ai laissé libre parce qu'en fin de compte, je ne suis pas derrière les travaux que tu vas faire ou derrière ce qu'Adrien allait faire. Je suis là pour m'assurer une chose, c'est que quand on publie quelque chose, j'en assume la responsabilité pénale et que les éléments sont aussi corrects. Et un des autres devoirs, c'est de dire... Ce qui nous est imposé, c'est si on se trompe, notre première des choses, c'est de ne pas nous cacher, c'est d'assumer notre erreur. Et en France, on ne sait pas tellement assumer notre erreur. Et donc, je pense que dans les médias mainstream, ce qui se passe, c'est qu'ils se trompent, et plutôt que de venir et de dire, bon, écoutez, vous savez, c'est normal, on s'est trompé de bonne foi, eh bien non, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'escalade d'engagement, donc biais cognitif, escalade d'engagement, deuxième mensonge. Puis un deuxième mensonge appelle un troisième, un quatrième, c'est comme les politiques. En fin de compte, les journalistes sont devenus comme des politiques. Ils vous disent non plus ce que vous devez entendre, ce qu'ils auraient le devoir de vous dire. Ils vous disent ce qu'ils pensent, comme Delphine Ernotte l'a dit. Nous formons les moyens tels que les médias tels que nous pensons que la France doit être. Et donc, ce n'est plus du tout... C'est très grave comme phrase, là. Oui, mais c'est c'est à peu près ce qu'elle a dit. Ce n'est pas les mots exacts, je pourrais les retrouver. Mais en tout cas, ce n'est plus de l'information. Donc, ces devoirs-là sont là, ils existent, il faut les respecter. Et pourquoi, dans les grandes rédactions, ils ne les respectent pas? Eh bien, parce qu'à la fin, ils ont un emprunt à payer, ils ont un loyer à payer. Et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, ils vont se conformer à ce qui s'appelle la norme. Alors, il y a aussi, je pense, un sentiment de supériorité. Rapidement, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Je pense à Julien Pain, le fact-checker de France Info, qui avait avoué lors d'une conférence que, OK, ils ont peut-être présenté aux Français quelque chose qu'ils savaient que c'était pas sûr. Ils les ont présentés comme des vérités. Et ce qu'il dit est flippant. Il dit, mais c'est parce qu'on avait peur que les Français se mettent à courir comme des poulets sans tête. Je me rappelle de ça. Que les Français se mettent à courir comme des poulets sans tête. Et donc, c'est un sentiment de supériorité, c'est-à-dire, on est trop cons, on est des bœufs pour comprendre et pour digérer l'information. Et donc, ils ont inventé l'après-match pour nous. Un tunnel.
Alors, on t'entend- oui, non, dans le tunnel, on L'autre chose, t'entend en bien. attendant qu'on récupère Marco, que je voulais dire, c'est à quel point moi je suis les médias alternatifs depuis une quinzaine d'années environ, et notamment des sujets comme la guerre en Syrie ou même la guerre en Palestine, qui sont des sujets très lourds où il y a énormément de shadow banning et de censure depuis longtemps. C'est-à-dire que les vidéos sur YouTube étaient démonétisées, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus gagner de l'argent grâce aux annonces YouTube si vous abordiez certains types de sujets avec un certain angle. Marco, Ça coupe trop mal. Couple. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que les effets secondaires des vaccins anti-Covid, Tu peux baisser son son, Lazare? ça a été Le mensonge de bonne foi. le sujet, excuse-moi Marco, ça a été le sujet le plus censuré sur les réseaux sociaux et sur Facebook et YouTube en particulier. Et d'ailleurs, c'était pas que sur Internet, puisque Christine Kelly, en répondant à une interview, l'avait précisé, en répondant à la question est-ce que vous êtes libre de parler de tout à la télé? Elle dit oui. Et après, elle marque une petite pause et elle dit sauf des effets secondaires des vaccins. Oh, wow. C'est le sujet le plus touchy, ce qui peut paraître étonnant quand on voit les enjeux qu'il peut y avoir autour de la guerre. On peut rappeler que Céline Pigalle, qui était à l'époque directrice de la rédaction, une des directrices de la rédaction chez BFM, avait dit que il ne fallait pas trop s'éloigner de ce que disait le gouvernement pour pas fragiliser, on va dire, l'état de la nation. Donc on est très très loin de la notion de respecter le devoir de la charte de Munich, de ne pas confondre journalisme et propagande ou politique, de ne pas confondre, on va dire, politique et journalisme, et de respecter les Français. Moi, je pense qu'on a un devoir d'informer. Les Français, ils ont le droit d'être informés au meilleur de nos capacités. Et le premier devoir qu'on leur doit, outre le fait de dire la vérité, c'est que si on se trompe, c'est de leur dire. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce début de fin de censure, donc Raphaël a parlé du shadow banning, c'est un autre sujet. Maintenant, on va avoir une censure insidieuse du 2e degré, du 3e degré, il va falloir aller la chercher. Mais le véritable sujet qu'il faut faire, c'est de demander des excuses. Et que ces journalistes qui sont venus, alors on pourrait rappeler, je crois, le directeur de la rédaction de Bild qui s'est excusé auprès de ses lecteurs en disant on vous a pris pour des idiots, excusez-nous, on n'aurait pas dû. Et je pense que déjà, comme a fait Mark Zuckerberg, on peut en vouloir comme on veut à Mark Zuckerberg. Il est allé à la télévision, il a dit, et ça on va dire c'est un acte courageux. Alors peut-être que lui n'avait pas le choix à ce moment-là, parce que sinon en fait il mettait sa fortune en jeu ou Facebook en jeu, et peut-être qu'aujourd'hui YouTube n'avait pas le choix, et que les forces en présence ont changé. Je pense qu'on a tout ce qui se passe en ce moment, tout le travail qu'a fait Nexus, tout le travail qu'a fait François, tout le travail qu'ont fait les médias alternatifs de par le monde entier, a été une énorme force. C'est une vague de fond. Et cette vague de fond, ce qu'elle a fait, eh bien, c'est la résistance qui aujourd'hui se montre. Et les aveux de Google, c'est toute cette pression qu'il y a eu. Alors, je te coupe rapidement parce qu'il faut qu'on enchaîne. Est-ce que notre invité était arrivé? Lazare Ok, donc on va aller sur le deuxième sujet rapidement, mais il faut qu'on aille au fond de cette affaire. Là, toi qui étais donc en procès, qui est toujours en procès, tu l'as dit, avec Google, ça va avoir des répercussions. Ça va avoir des répercussions aussi sur tout le narratif politique du Digital Service Act, le DSA, qui doit justement réglementer les grandes plateformes. Où est-ce que tu penses que ça va aller, justement ces évolutions, déjà en commençant par ton affaire avec Google? Alors, s'ils ne peuvent pas avouer ça et qu'il n'y ait pas de répercussions dans toi, un point qui est à mon avis très important, auquel il faut qu'on parle, c'est dans la décision et dans les aveux, Google dit tous les créateurs de contenu, eh bien, on va restaurer leur chaîne. Et il se trouve qu'il y a un exemple concret, c'est hier soir, Silvano Trota, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa chaîne qui avait été strikée, fermée, 170 000 abonnés. Tôt, lui aussi. Pardon? Très tôt, 2020. Octobre 2020, je lui en ai parlé cet après-midi. Et il a eu sa chaîne qui a été fermée, et hier soir, il est allé, il a fait appel sur sa chaîne, et ce matin, à 3h47 du matin, il a eu sa chaîne réouverte. Non. Il a eu sa chaîne réouverte. Donc déjà, si vous voulez, le concept américain de action-réaction, eh bien, ça s'est vu du jour au lendemain. Donc j'ai fait la même chose ce matin, j'ai demandé la réouverture de la chaîne de François. J'ai pas eu de réponse encore. Non, parce qu'il y a un an, effectivement, quand il y a eu un vent aux États-Unis, il y avait une différence de traitement entre les plateformes américaines et leur version européenne. Là, il semble effectivement que même les versions européennes commencent à être impactées par ce vent de libéralisation de la parole. Alors, il y a eu d'ailleurs le Congrès américain qui avait fait des commissions d'enquête sur justement la censure qui était en train d'être mise en Europe et en France. Et effectivement, ce qui révélait, avec notamment les signaleurs de confiance, c'est extrêmement grave. Saviez-vous
Donc les signaleurs de confiance, il faut savoir, donc c'est des organismes qui sont mandatés par l'État pour signaler auprès des plateformes des contenus gênants. Une milice. Voilà, une milice. C'est des milices donc destinés à être supprimés, à être censurés. Et c'est des organismes, si je ne me trompe pas, il y a, je crois, la LICRA et le CRIF et d'autres qui sont tout aussi surprenants, entre guillemets. C'est très intéressant, hein, parce que, donc ça réactive sa chaîne. Par contre, j'ai dû aller la retrouver dans le fin fond des archives des archives. Oui, mais c'est normal parce que en fait, les réseaux sociaux, donc ça c'est un des autres points. Avant de parler du DSA, il y a un deuxième point, je pense qu'il est important de reparler, c'est que comment fonctionnent les réseaux sociaux avec le poids, on va dire, de toutes les recherches. C'est que ça fait très longtemps que cette chaîne elle n'a pas été utilisée et donc elle est très loin dans les recherches de Google parce que elle n'a plus aucun ranking. C'est un petit peu comme avec l'intelligence artificielle. C'est les mêmes types d'algorithmes. On a des algorithmes mathématiques qui assignent des pondérations et en fait de compte, il va falloir recréer tout ça. Alors, on pourra aussi se poser la question de savoir quelles sont les conséquences financières pour un créateur de contenu qui vivait de cela. Eh bien, il s'est retrouvé avec les ailes coupées. Peut-être qu'il a perdu son revenu. Et donc, il y aura forcément à un moment ou à un autre des questions financières parce que Google écrit à la fin en disant « Nous excusons du dérangement qui a duré 5 ans et qui était suivant à l'époque des règles de la communauté. » Et ils écrivent texto sur « Nous avons vérifié, votre chaîne n'enfreint pas les règles de la communauté. » Donc en 2020, elle les enfreignait, aujourd'hui, elle les enfreigne plus. Donc ça, c'est un des éléments fondamentaux qui est vraiment important. Et quand on va parler du DSA, donc ça, c'est... À un moment ou à un autre, ils vont devoir forcément parler parce qu'un des autres points de la décision et des aveux de Google, c'est vis-à-vis des discussions qu'il y a eu avec l'administration Biden, mais aussi avec ce qui s'est passé en Europe parce que c'est des plateformes qui sont mondiales. Donc là, il y a énormément de travail parce qu'il faut quand même se rappeler que Trump a pris position pour protéger les entreprises américaines en disant à l'Europe vous n'allez pas commencer à venir casser les pieds à nos entreprises américaines, sinon coller des tarifs. Donc Trump, il a une manière un peu forte d'agir. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sait où on en est avec lui sur ce genre de sujet. Tandis que nous, quand on a des politiques, parfois on a du mal à savoir exactement parce qu'on fait de la technocratie et lui, en fait, on a l'impression qu'il fait du commerce en disant il y a un peu un bras de fer. C'est sûrement anormal d'avoir un bras de fer, mais en tout cas, il y a ce sujet qui est là. Et pour moi, fondamentalement, ce DSA va être un des véritables sujets parce que quand Raphaël, tout à l'heure, parlait de ces signaleurs de confiance, ça rentre dans ce DSA. Et donc, tout ce DSA qui était là pour contrôler cette parole, eh bien, elle va se heurter à ce nouveau vent de transparence qui est aux États-Unis, à ce nouveau vent d'intégrité scientifique qui est on va dire, poussé par tout le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche là-bas. Et donc, on va bien voir à un moment ou à un autre que ces informations qui sont aux États-Unis, donc quand aux États-Unis, on a une décision qui ne rend plus les vaccins universels, le vaccin Covid avec une recommandation universelle, en Europe, on voit en fin septembre qu'on commence la nouvelle campagne. C'est-à-dire que cette information n'a pas traversé l'Atlantique. Donc la censure vient de traverser, puisque la chaîne de Silvano Trotta vient d'être restaurée. Par contre, les patients, on va toujours leur recommander, on va toujours imposer, on va toujours avoir une forme de pression mentale, une pression sociétale d'aller se faire vacciner. Et à un moment, il va bien y avoir une forme de convergence sur ces éléments-là. Alors, il faut qu'on enchaîne sur notre invité, mais il y avait des questions. Marco, tout à l'heure, est-ce qu'on a récupéré juste avant Dany? Est-ce que Marco est toujours là avec un meilleur son? Non, il n'est pas là avec un meilleur son. Dany? Ouais, moi j'ai une question justement qui va peut-être pouvoir clôturer justement et qui est une question d'ordre plus général par rapport aux journalistes. Il y a Raphaël, de toute manière. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Alors, on sait que le journalisme et la liberté d'expression journalistique a un classement dans le monde et depuis des années, la France, malheureusement, dans les pays développés, est plutôt en bas du classement, parce que là, on est en train d'en parler comme ça entre nous, etc. Mais il y a un classement qui justifie ce qu'on est en train de dire. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ce classement? Et surtout, parce que c'est ça qui est peut-être le plus important, quelles seraient pour vous des solutions, des propositions qui permettraient d'améliorer cela? Xavier, président.
Non, ça fait. On m'a prêté beaucoup d'intentions, mais je n'ai pas d'intention de faire de politique. Loin de moi cette envie. Alors, le classement dont vous parlez, c'est le classement de Transparency International qui a collé la France quasiment en avant-dernière position. Démocratie défaillante dans The Economist aussi. Donc, je crois qu'on est à la 34e place dans Transparency International. Et depuis des années. Oui, mais en fait, je pense que les gens ne s'en sont pas rendus compte. Il y a une lente déperdition. Alors la France, quand même, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, qui comprend, on va dire, un des principes fondamentaux, des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression. Et je vais juste faire un parallèle. Et je pense que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un débat rien qu'à lui tout seul. Aux États-Unis, le premier amendement, c'est la liberté d'expression. En Europe, en France, quand on regarde où est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme la liberté d'expression, c'est, je crois, l'article 10 ou l'article 11. Donc, on est très, 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 très loin. Ce qui veut dire que la bataille pour la liberté d'expression qui a été faite aux États-Unis, quand les Américains ils se battent pour leur premier amendement, eh bien, nous battons pour notre 10e. Et il se trouve que je pense que un véritable sujet, c'est de rehausser le ranking de cette liberté d'expression et de la consacrer au même niveau qu'aux États-Unis. Déjà, si jamais on pouvait avoir une discussion sur cela, et c'est fondamental. Hein, et je pense que ce sujet, on n'en parle pas assez. C'est du droit, mais j'ai envie de dire, quand c'est le numéro 10, peut-être qu'on va garder le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et puis le numéro 10, on ne va pas s'en préoccuper. Et je pense qu'on ne s'est pas assez battu en Europe, en France, pour cette liberté d'expression. On s'est battu pour d'autres sujets. Donc ça, c'est une des pistes. Et après, il y a plein d'autres pistes techniques. C'est pour ça que je dis que ça pourrait faire l'objet d'un débat à part entière. Je vous invite, ça serait bien de faire un débat sur cet élément-là. Comment on pourrait faire ? Désolé, les gars. On va rester encore 1 heure ou 2 heures de plus. Jusqu'à 23h, il va découvrir la vérité. Intéressant. Nexus refait l'actu. Non. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire, c'était ça. Je pense que c'est un des éléments fondamentaux. Et je tiens à vous remercier justement de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est très intéressant. On a plein de questions, mais je ne sais même pas si on pourra tout faire. C'est super intéressant. Une question personnelle, Xavier en parlait. On a reçu Thierry Chouard il y a 2 jours. On parlait d'espoir. Moi, je voulais vous demander, quand on subit beaucoup de pression, comme ça a été le cas pour vous, quand on est un petit peu sous le feu des projecteurs et qu'on attise aussi beaucoup de jalousie ou autre, comment on fait et qu'on a beaucoup de barrières qui se dressent face à soi, comment on fait pour garder l'espoir, ne pas vouloir tout lâcher, tout abandonner, garder le cap ? Est-ce que vous avez eu des doutes par moment ? Vous avez voulu tout arrêter peut-être ? Est-ce que comment vous avez trouvé cette force-là pour rebondir et affronter tous les différents problèmes que vous avez dû affronter? Et durer. Parfois, je pense qu'il y a les devoirs qui s'imposent à soi-même. Quand on s'engage dans une mission comme ça, c'est presque c'est une mission. Hein. Alors, c'est pas une mission sacrée, parce qu'on va dire la mission d'informer, c'est un véritable devoir. Moi, mon passé d'entrepreneur m'avait appris un certain élément qui était la détermination contre, on va dire, vent et marée. Je peux juste prendre un exemple. Je peux que confirmer. 1999, je me suis lancé à créer un projet de la première banque en ligne, une des premières banques en ligne, et tout le monde me disait « mais t'es cinglé, pourquoi tu vas faire ça? Comment fait-on pour créer une banque ?» Donc je pense qu'il faut avoir une certaine foi, une certaine confiance, mais aussi ne pas pécher par excès de confiance. Il faut juste constamment douter, parce que le doute, c'est ce qui nous permet de constamment nous améliorer. Et donc se dire qu'on pouvait se tromper, ne plus avoir de certitude qu'on a raison, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que ça nous aide constamment à avancer, parce que se dire, alors que l'évidence, ça serait de se battre pour la liberté d'expression, alors que l'évidence, ça serait de débattre, alors que l'évidence, ça serait justement de recréer le tissu humain, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout l'inverse. La science de base, les éléments factuels ont été travestis. Et au début, on n'en croit plus ses yeux. Donc, je pense que ce qui nous permet de garder espoir, c'est justement d'abord de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir débattre, de recréer ce tissu et de débattre sur des éléments factuels. Pas de débattre
sur des opinions, enfin débattre sur des opinions bien sûr, mais de manière à faire avancer le processus scientifique ou le processus de connaissance, eh bien il fallait débattre sur des éléments factuels. Et quand on regarde en 2020, quand le professeur Rao et son équipe vont parler de l'hydroxychloroquine et que de suite on dit non, c'est un médicament très toxique, et qu'on vous dit même que ça pourrait avoir tué des dizaines de milliers de personnes dans le monde, on est là, on se dit mais dans quel monde vit-on en fait? C'était Second Life. C'était Dune. En fait, on vivait le monde orwellien dans le monde du réel. Et je pense que le dernier point, c'est rester dans le monde du réel, les pieds sur terre. C'est-à-dire se dire, est-ce que je vois est bien conforme à ce que je peux analyser? Est-ce que ce que j'analyse est bien cohérent avec ce que j'ai appris, avec mon esprit critique? Et quand on me dit quelque chose, eh bien, de le vérifier. C'est la base fondamentale. Que ce soit l'État, que ce soit mon voisin, que ce soit un professeur de médecine. Je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, les gens sont devenus plus compétents, ils sont devenus plus cohérents et surtout, ils ont essayé de récupérer cet esprit critique et c'est ce qu'on a essayé de faire. Très rapidement, bravo Xavier. Très rapidement sur déjà le bilan de François aujourd'hui, on va faire les deux questions en lié. Les gens ont l'impression que des fois, quand il y a moins de vidéos, ça existe moins, mais vous avez fait une production intellectuelle littéraire, vous avez continué à sortir un nombre d'articles impressionnants toute l'année dernière. Vous êtes toujours là, alors que l'agrément, vous avez été retiré en juin 2024. Les gens n'ont pas suivi. Même les médias alternatifs ne parlent pas assez. Tu parlais de se soutenir, d'entraide les uns entre les autres. Là, il n'y a pas eu assez de communication de fait. Déjà, même quand tu avais gagné à l'époque contre Le Monde, tu les avais fait condamner à 50 000 € pour désinformation, pour ce qu'ils disaient sur François. Enfin, 30 000 €. Mais... C'est 30 000 ? Je croyais que c'était 50. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que, au niveau de l'agrément, où est-ce que tu en es maintenant et qu'est-ce que vous arrivez à faire? Est-ce que tu as été fier de ta dernière année médiatique disons, allez, je vais vous donner 3 chiffres. En 2023, on était 15. Aujourd'hui, chez François, on est 3,5. Voilà. Donc déjà, on va dire l'impact économique a engendré une diminution d'effectifs, a engendré une refocalisation. Donc ça, c'est les équivalents temps plein. Bien sûr, on travaille avec des personnes externes de manière à assurer de la production. Le travail en 2020 de François, c'était pas de faire de la vidéo, c'était de faire de l'information. Pour moi, la vidéo, c'est un média, c'est un médium, c'est un moyen, on va dire, de colporter une information. Et donc, l'écrit, François, c'est un journal écrit, un peu comme Nexus. Et donc, on s'est recentré vers cela de manière à pouvoir faire de la production, quitte à ce qu'un jour, on refasse de la vidéo à partir de cela. Parce que la vidéo, ça coûte cher, ça prend du temps. Techniquement, c'est long. Et il faut quand même faire le travail de journaliste avant. En fait, il faut faire le travail de préparation. Donc, je pense que faire ce travail qui est essentiel de créer une forme de bibliothèque historique, un repositaire d'informations, eh bien, c'est ce qu'on s'est évertué à faire. On s'est refocalisé là-dessus avec des analyses en fonction des capacités des individus qui nous entourent, avec le collectif citoyen que je salue. C'est un groupe d'individus qui travaillent chez François, dont certains ont des devoirs de réserve et qui ne peuvent pas justement apparaître. Et ils travaillent avec nous, ils sont très compétents, à un très très haut niveau en droit, très haut niveau militaire. Donc en fait, ils nous aident à assurer que l'information qu'on fait, elle est de qualité. Et on va très très loin dans la démarche analytique, bien plus loin que la juste démarche informationnelle, c'est-à-dire on va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et de proposer une lecture comme est fait dans Nexus avec des articles de fond. C'est des articles que les lecteurs prennent plaisir, ils sont parfois trop longs justement, mais on se donne ce luxe. Donc optimiste pour l'avenir, bien sûr, on attendait tous ce moment, on attendait tous, on va dire, ces moments de bascule, on attendait tous, et tout ce que je veux dire, c'est la chose suivante. J'ai fait beaucoup de vélo. J'ai appris une chose, c'est que la montée, elle est difficile. C'est très difficile. On peine pendant la montée. Et on vient de se faire la montée. Et dans la descente, on pense que c'est facile. Et là, on va trop vite. Donc, j'ai envie de vous dire, ne pêchons pas par excès de satisfaction, par excès de vitesse, parce que c'est quand on prend la vitesse qu'on se casse la figure, plus que dans la montée. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire le plus attention. Donc, la vigilance, il faut la garder, parce que quand on descend et qu'on va à 70 ou 80 km/h, toute chute peut être mortelle. Et donc, toute erreur qu'on peut faire aujourd'hui, elle sera encore plus mortelle que quand on monte. Je pense que c'est cette analogie qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que même si cette vague est en train d'arriver,
eh bien, elle peut quand même nous submerger et nous emmener, parce que la puissance de ce qui va se passer, le retournement des médias mainstream, probablement, va être 10 fois pire que la censure. Et je pense que c'est là où il faut qu'on soit encore plus cohésif. Donc tout à l'heure, on parlait de l'absence de soutien. En fait, dans une montée, j'ai jamais vu une personne qui se soutenait, hormis de regarder. Par contre, dans la descente, ça va être chacun pour soi. Et donc, je pense que c'est là où il faut quand même se dire... Tu as raison. Voilà. Et pour cette analogie sportive, elle est importante. Parce que c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Quand on a atteint un certain objectif, parfois on relâche la tension. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le moment de relâcher la tension, c'est le moment d'enfoncer le clou, surtout de demander des comptes, que ce soit des commissions d'enquête. Il faut être encore plus précis. C'est-à-dire que dans la montée, on peut mettre pied à terre, on peut se poser des questions. Tandis que là, le moindre dérapage peut être mortel. Marc, est-ce que depuis l'A50, tu as toujours... Non, Marc n'est plus là, on me dit là, il a complètement coupé. Je pense qu'il avait une mauvaise connexion. Merci Xavier en tout cas d'être passé. Tu veux rester encore Non, mais moi, je peux rester un peu et puis... Avant de partir. Alors là, on va être obligé. Tu vas pas y échapper. Je vais pas y échapper. Pour ceux qui vous rejoignent dans le live, voilà, Romain et Adrien, du coup, travaillaient avec Xavier, du coup, chez François. Est-ce que vous avez un peu quelque chose de croustillant à nous dire, un petit peu les coulisses? Comment était Romain? Est-ce qu'il y a une anecdote marrante, quelque chose sur Romain, sur Adrien? Moi, perso, je suis preneur. Je sais pas à qui dire attention à ce que tu vas dire. Ça peut être... sur Adrien, moi aussi. Déjà... on va se calmer, là. Toi aussi, t'as des dossiers. Toi aussi, t'as des casseroles. Déjà, il y a une petite différence de génération. Donc, en fait, j'étais pas toujours là au moment croustillant. C'est pas mal comme réponse. En fait, je m'en sors pas mal, là. Bien joué. On est honnête ici, tu peux. Mais ceci dit, en fait, moi, j'ai toujours pris plaisir à discuter avec tout le monde, comme j'essaye quand on est dans le cadre d'une start-up, avec tout ce que ça engendre. Avec les bons moments, les mauvais moments, les moments où on s'engueule, les moments... Parce qu'en fait, c'est ça une rédaction. Hein. En fait, une rédaction, c'est justement de ne pas être d'accord. Donc, tout ce que je peux dire, une chose, c'est que moi, les moments où j'aimais bien, c'est quand on n'était pas d'accord, c'est quand j'entendais les voix, on va dire, s'élever, et elles se sont élevées. Et c'est ça, on va dire, l'élément le plus croustillant, c'est de dire... C'est pas une longue route tranquille, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un moment où, justement, il faut qu'on ne soit pas d'accord. Et... Je pense que chez François, comme chez Nexus, on a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre. Il faut débattre. Après, sur les faits, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les faits. C'est pour ça qu'il y a un chef. Non, je plaisantais. Non, je pense que surtout, c'est pas un chef c'est quelqu'un qui a une responsabilité. Ce que j'ai toujours essayé d'inculquer, c'est que la responsabilité du directeur de la publication, c'est que quand on se retrouve devant la 17e, donc on va dire devant la justice pour la diffamation, eh bien, il y a quelqu'un qui doit aller représenter. Et c'était mon travail, c'était un peu de les protéger. Deuxième élément que j'aurais pu dire, c'est que c'était très compliqué de travailler pour une société comme François. Pourquoi? Parce que quand on se fait traiter de complotiste, d'extrême droite, d'antisémite, et que vous êtes à l'aube, on va dire au début de votre carrière. Moi, je suis à la fin de ma carrière. Donc, en fait, peut-être je suis un peu plus distant de tout ça. Ça va moins me toucher. Donc, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de protéger au plus que possible, de manière à leur octroyer une zone où ils pouvaient apprendre, se développer et ne pas avoir toute la pression qu'on a essayé de mettre sur François. C'est clair. Mais je vous dis merci. Adrien, tu as des dossiers sur... Moi, j'ai un dossier sur toi. C'est regarder les premières émissions de François avec Romain. T'as le droit de le mettre. Romain, justement, du croustillant au devant de la scène, sa coupe de cheveux, les années 60, les années 80, c'est magnifique. Il est là, mais Lazare n'a pas envie de l'afficher. Tu veux afficher quelque chose? Il y a un document? Lazare, il dort là, c'est bon, il était parti. Voilà. Miloud, c'est pour toi aussi. Moi, j'ai quelque chose. Je m'arrête là, on va faire des pour moi. Il y a quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure dans ce que François... On dirait Gad Elmaleh dans un spectacle. Bijour. J'y suis Robert Redford. Alors par contre, tu m'as dit tout à l'époque, la chemise, les trucs, le costume, c'est toi qui me fais. Mais les cheveux, tu m'as toujours dit, ça passe. Non, la coupe est folle. C'est exceptionnel. Non, mais la coupe moustache en fait. Tout à l'heure, Xavier a dit qu'il y avait des générations différentes. Mahmoud Redford. Moi, je pense pas qu'il y ait une génération de différence entre Xavier et Romain. En fait, Romain, c'est un vieux dans un corps de jeune.
C'est exceptionnel. Vieux dans un Tout le monde est mort de rire dans le chat, hein, Romano. C'est exceptionnel. Mousquetaire, Romain. C'est vrai que ça fait mousquetaire de ouf. Il faut avoir un petit peu de dérision. C'est énorme. On n'a pas de dossier sur Adrien, par contre. Non. Adrien, c'est qu'il est passé sous les radars, là. Non, il en a eu des casseroles en discret. interne. En interne, il y a eu des casseroles. Oui, enfin, hors média, hors journal. On prendra le temps pour les raconter. Et ils en ont fait, vous en avez fait des tonnes de vidéos en fait. Ah, j'ai cru de casseroles. Ah, mais c'est vrai des que- casseroles, des vidéos, ils en ont fait beaucoup. Des casseroles, j'espère qu'ils en ont fait moins que de vidéos. À part geeker après les fins de journée de travail en haut, c'est juste là où il y avait peut-être les casseroles. quoi. C'est là où vous jouez à Mario Kart? Non, À Blur, on joue à la Play. un vrai jeu de course, Ah, mais c'est- un jeu Allez, d'enfant. Merci en tout cas, Xavier, d'avoir pris le temps. Merci Mais beaucoup, merci Xavier. beaucoup à vous tous de m'avoir reçu, Super d'avoir intéressant. parlé de la censure, de la liberté d'expression. C'est pas, en fait, François C'est n'est un pas le gros sujet ici et devrait jamais être le sujet. En fait, c'est le travail de journaliste Ouais. qui est avant tout. Et je pense qu'il faut, dans la descente, comme j'ai dit, se rappeler une chose, c'est que c'est le moment le plus dangereux et c'est maintenant qu'il faut faire attention. Tout à fait. Ça rappelle les paroles du pasteur, un pasteur allemand qui disait quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé parce que je n'étais pas juif. Et quand ils sont venus me chercher, il restait plus personne parce que tout le monde avait déjà été enlevé. Et donc c'est important de faire preuve de solidarité. Et donc on est bien sûr intéressé pour que tu nous tiennes informés de la suite de cette affaire avec Google, bien sûr. Bien sûr, et je pense que ce débat sur ce qui va se passer sera plus important. C'est presque l'objet d'une émission à part entière où on peut disséquer l'enquête qui va avoir lieu, les conséquences, et surtout demander au Sénat de faire une enquête en France pour savoir, pour comprendre. On n'a pas parlé de Twitter, on n'a pas parlé de X, mais on sait bien qu'il y a eu des interférences. Il y a eu les Twitter Files, je le rappelle. Hein. Pascal Clairot, je crois que vous l'avez reçu, Pascal Clairot, non, ici, des Twitter Files France. Ah non. Et Thomas Fazi, c'est très intéressant à dire parce que leur plus beau sujet, c'est l'interférence et l'ingérence. Donc on est bien sûr, c'est là où il faut aller chercher les causes du problème. Hein. Donc si on cherche les causes de l'augmentation des cancers en France, eh bien allons chercher le cause de la cancer dans l'information. Et je pense que ça, c'est un véritable travail qu'on se doit aussi. Ouh là là. Xavier Azalbert, directeur de publication de François, était avec nous. C'était vraiment Merci encore beaucoup. un plaisir. Merci. Vous revenez quand vous Bientôt, voulez. j'espère. Merci Ouais. beaucoup à vous tous et bonne soirée. C'est gentil. d'être Merci venu beaucoup, Xavier. aussi vite. On l'a appelé à 16h et il arrive directement. Et vive la liberté d'expression. Bravo, Denis, on peut conclure